euh, qui vais vous présenter l'effet du désordre sur la cohérence d'un gaz d'atome froid à deux dimensions. Donc merci pour l'introduction, tout ça. Merci de m'avoir invité. Donc je vais vous présenter un peu des travaux que j'ai faits pendant ma thèse, qui concernent l'étude des gaz d'atomes froids à deux dimensions, et en particulier l'effet du désordre sur les gaz d'atomes froids à deux dimensions. Ces travaux, je les ai réalisés donc, dans le groupe d'optique atomique ici à l'Institut, et en particulier sur une expérience qui est dirigée par Thomas Bourdelle. Et sur cette expérience, et en particulier avec ces travaux, on est trois doctorants à avoir travaillé sur cette expérience. Donc il y a Guillaume Salomon, Baptiste Allard et moi-même, ils sont là au premier rang. Et maintenant, on a une jeune recrue en stage, Lauriane. Et voilà, donc on étudie l'effet du désordre sur les gaz à deux dimensions, et donc on peut avoir plusieurs approches. On peut avoir des approches un peu de type transport. On étudie comment les atomes vont évoluer dans un potentiel désordonné. Donc ça pourrait conduire à étudier des effets de diffusion, de localisation, ce qui est un thème assez cher au groupe d'optique atomique. Et on peut aussi étudier l'effet du désordre sur des propriétés statiques d'équilibre du gaz, et en particulier comment le désordre va modifier, par exemple, les transitions de phase dans un piège. Et donc c'est sur ce deuxième aspect que je vais faire ma présentation aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donner quelques éléments de motivation qui motivent notre travail. Et alors pourquoi est-ce qu'on étudie des systèmes de bosons A2D et désordonnés? Ça s'inscrit dans une approche assez répandue dans les atomes froids, qui est de construire avec les atomes froids des systèmes modèles pour décrire des théories de matière condensée et d'étudier ces phénomènes de matière condensée avec les atomes froids. Parce qu'avec les atomes froids, on va avoir des outils spéciaux comme le contrôle des interactions, comme la possibilité de mettre du désordre, d'enlever du désordre, d'avoir du désordre assez bien contrôlé, et surtout d'avoir des observables intéressantes, comme mesurer la densité atomique ou mesurer la phase. Et donc ça en fait un outil assez précieux pour étudier ces problèmes. Donc après, plus précisément sur les systèmes 2D, alors il y a plusieurs systèmes de matière condensée et donc de problèmes physiques qui sont bidimensionnels. En particulier, je peux citer dans les supraconducteurs à haute température, la structure fait qu'il y a des plans privilégiés où il peut y avoir une physique à deux dimensions. Et donc voilà, il y a une pertinence à étudier la physique à deux dimensions. D'autant qu'on ne peut pas simplement généraliser la physique à trois dimensions. La dimensionnalité a une importance. On verra, par exemple, pour citer un exemple, dans un système uniforme et infini à trois dimensions, on observe la transition de condensation de Bose-Einstein, alors qu'à deux dimensions, dans un système infini uniforme, il n'y aura pas de condensation à température non nulle. Donc il y a vraiment une physique qui est différente. J'essaierai de vous donner quelques éléments. Et enfin, je voudrais aussi dire que c'est pertinent d'étudier des bosons, même si dans les systèmes électroniques, a priori, c'est les électrons, donc c'est des fermions qui sont à l'œuvre. Parce que, par exemple, dans les supras, on connaît tous l'importance des paires d'électrons, des paires de Cooper, qui sont des bosons. Donc le problème de bosons désordonnés à deux dimensions a une pertinence. Et donc dans cette présentation, dans cette expérience qu'on a réalisée, nous on s'est intéressé à la cohérence d'un gaz de bosons désordonnés à deux dimensions. Et donc c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Donc le plan, ça va être le suivant. Je vais d'abord parler de cohérence pour introduire un petit peu ce que c'est que la cohérence, particulièrement dans un gaz bidimensionnel. Puis je vous décrirai l'expérience, et évidemment à la fin, on émettra du désordre et on verra quel est l'effet du désordre sur cette cohérence. Donc je commence de manière assez schématique pour simplifier un peu les choses. Alors évidemment, c'est un peu approximatif du coup, je m'en excuse, mais comme ça on essaiera de comprendre un peu le concept. Donc voilà, on prend un gaz thermique dans une boîte où il y a des particules qui ont une certaine longueur d'onde thermique caractéristique, qui dans un gaz thermique est petite devant la distance interparticule. Donc c'est un gaz qui n'est pas cohérent, un gaz thermique. Et si maintenant on augmente le nombre d'atomes, ou alors si on diminue la température, en fait il faut augmenter la dégénérescence, la densité dans l'espace des phases si on veut. Juste un mot, j'ai marqué partout on augmente le nombre d'atomes plutôt qu'on baisse la température, parce que c'est ce qu'on fait dans l'expérience, donc c'était pour être un peu cohérent avec notre expérience, mais on pourrait lire ici on baisse la température. Donc si on fait ça, la longueur d'onde typique des atomes va augmenter, et à un moment les atomes condensent dans le niveau fondamental de notre piège, de notre boîte, et il y a l'apparition
d'une fonction d'onde macroscopique, enfin de ce qu'on peut décrire avec une fonction d'onde macroscopique, les atomes condensent dans un mode du champ, et là il y a une analogie forte avec le laser où les photons sont dans un même mode du champ, en ce sens où du coup on va avoir une phase globale qui apparaît, et donc des propriétés de cohérence. Et donc, on peut poursuivre l'analogie, il y a énormément évidemment d'analogies avec l'optique dans les atomes froids, et donc si on fait interférer deux condensats de Bose-Einstein, on a des interférences. Voilà, ça a été observé et il n'y a pas de problème. Donc ça traduit aussi ça traduit la cohérence des condensats. Si on veut décrire cette cohérence, on doit simplement prendre la définition de la cohérence, qui est en fait la fonction de corrélation de l'opérateur champ entre un point R et un point R plus dr, donc c'est juste R plus delta R, ce que j'ai écrit là, et ça je vais appeler ça la fonction G1 de delta R. Et voilà, donc ça permet de caractériser un petit peu la cohérence. Et donc si on prend l'exemple que j'ai pris juste avant, donc pour un gaz thermique, la fonction G1 décroît rapidement sur une longueur typique de la longueur d'onde thermique des atomes, et donc elle est rapidement à 0, et donc c'est un gaz qui n'est pas cohérent, donc c'est à l'infini, et G1 tend vers 0. Si maintenant on regarde ce qui se passe dans un condensat de Bose-Einstein, en fait le fait que les atomes soient dans le mode fondamental du champ va entraîner sur G1 un offset, le fait que ça tend vers une constante, même jusqu'à l'infini dans un système uniforme. Et donc ça traduit la cohérence à longue portée, alors que là, il y avait une cohérence, puisque ce n'était pas nul dès le début, mais une cohérence à très courte portée. Et donc là, on a une fonction G1 très large, et donc quelque chose de cohérent. Donc évidemment, là, on peut tout de suite se demander comment on fait pour mesurer ça dans les expériences. Alors on peut imaginer plusieurs méthodes, par exemple faire interférer justement un nuage qu'on aurait coupé en deux en le décalant, etc. Mais là, moi, je vais vous parler d'une méthode qui est plus usuelle, qui est de regarder la vitesse des atomes et de mesurer la vitesse des atomes, et en particulier la distribution de vitesse, la distribution d'impulsion des atomes qui sont initialement piégés. Donc c'est cette distribution d'impulsion, c'est ce que j'appelle N de K. Sa définition, c'est psi croix K, psi K. Et j'ai juste écrit ça pour vous dire que si on fait le calcul, dans une boîte, on trouve que c'est la transformée de Fourier de la fameuse fonction G1. Tout ça pour montrer surtout que N de K donne une idée de la cohérence du gaz autant que la fonction G1. C'est la transformée de Fourier. Sauf que, évidemment, quelque chose de cohérent aura une fonction N de K fine et étroite. D'accord ? Et comment on mesure N de K ? C'est là que, expérimentalement, c'est assez simple. Alors, c'est juste pour ceux qui ne sont pas familiers des atomes froids. On fait ce qu'on appelle une mesure de temps de vol. C'est simple, c'est-à-dire qu'au temps t égale 0, on a nos atomes qui sont là, piégés. On va éteindre le piège, on va attendre, et donc les atomes ils vont partir avec leur vitesse, et à un temps ultérieur, on refait une image, et donc la position des atomes va dépendre de leur vitesse, et comme ça on mesure la vitesse. Donc évidemment, il faut attendre un temps assez long devant la taille initiale, mais c'est le principe de la mesure par temps de vol. Et voilà, et ce N de K va refléter la cohérence du gaz. Et donc là, par exemple, j'ai mis une célèbre photo de condensation de Bose-Einstein. Donc, quand c'est encore un gaz thermique, on a une fonction N de K très large. C'est pas cohérent. Et plus on est dégénéré, après, plus la fraction condensée est grande, plus on a quelque chose de très étroit et très piqué, qui traduit quelque chose de cohérent. Voilà, donc ça c'était juste pour introduire un peu l'idée que la fonction N de K reflète la cohérence d'un gaz. Et maintenant, avant de vous présenter l'expérience, je voudrais juste donner quelques éléments de physique à 2 dimensions, parce que c'est important. Je vous ai dit que c'était assez différent de la physique à 3 dimensions. En particulier parce que dans un système uniforme, il n'y a pas de condensation à 2 dimensions. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Et en particulier, si on prend un gaz en interaction, avec des particules en interaction, il y a une transition d'un état normal vers un état superfluide. Donc, c'est-à-dire un état superfluide, c'est-à-dire un état dans lequel des excitations peuvent se propager à basse énergie sans dissipation. Et cette transition, en fait, elle a été décrite par la théorie de Berezinski, Kosterlitz et Thouless. Donc on dit BKT, donc c'est pour les noms de ces personnes qui ont décrit cette transition. Et elle a ça de rigolo, de particulier en tout cas, qu'elle implique des vortex, des singularités de phase dans le gaz, c'est-à-dire des points de l'espace autour de laquelle la phase du champ varie de 0 à 2π dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a des points noirs et des points gris, parce que des fois on va dire que c'est des plus ou des moins, en fonction dans quel sens ça tourne. Et donc ces singularités de phase, c'est ça qui détruit en fait la cohérence du gaz et qui empêche le gaz de devenir cohérent. Et en fait, au moment de la transition, ces vortex, ils s'apparient, donc d'une certaine manière, ils s'annihilent.
comme des charges, on pourrait voir ça comme des charges qui s'allient. Et ces vortex appareils, du coup, ne détruisent plus la cohérence, et donc il y a une cohérence un peu plus longue portée qui apparaît, et en tout cas, ça permet l'apparition d'une fraction superfluide. D'accord ? Je voulais juste signaler que la transition BKT, elle est bien décrite par le modèle XY, qui est un modèle classique de spin sur réseau, où on a en chaque point du réseau un spin qui a une phase qui peut varier de 0 à 2π, et si on laisse évoluer ça, on retrouve des vortex, on peut étudier la transition BKT. Et ce n'est pas étonnant que finalement notre gaz puisse assez bien être décrit si on sait que près de la transition, les fluctuations de densité du gaz sont assez réduites. Et donc ce qui importe, c'est les fluctuations de phase. Et donc voilà, on retrouve ici, par exemple, dans ce modèle-là, il n'y a pas de fluctuation de densité, c'est uniquement une phase qui tourne. Et ça décrit quand même bien un gaz comme le nôtre, enfin, relativement bien. Et je voulais aussi mentionner que ces vortex, ils ont été observés expérimentalement en faisant interférer deux gaz. Donc s'il n'y a pas de vortex, on voit les franges d'interférence, comme ce que j'avais montré avant. Et si maintenant il y a un vortex, donc c'est un défaut de phase, et qu'on fait des interférences, on voit qu'il y a on voit ce défaut de phase qui apparaît dans l'image d'interférence. Voilà, ça c'était juste pour mentionner un peu les quelques particularités de cette transition. Et donc on peut s'intéresser évidemment à la fonction G1 et à la cohérence. Qu'est-ce qui se passe à la transition sur la cohérence ? Eh bien, juste au-dessus de la transition, la fonction G1 décroît exponentiellement, donc assez vite, avec une longueur typique qui est toujours la longueur d'onde de De Broglie, et elle tend vite vers 0. Donc si on regardait le profil N de K, on aurait quelque chose d'assez large. Et quand on passe la transition et qu'on devient superfluide, à ce moment-là, la fonction G1 décroît en loi de puissance, de manière algébrique. Et c'est surtout, donc elle va décroître vers 0, mais elle va décroître très lentement. Donc la fonction G1 va être large, et au contraire, si on regarde le profil N de K, il va être étroit et piqué. Voilà, donc c'est ça que je voulais... c'est de ça que je voulais parler ici. C'est que la transition superfluide à 2D s'accompagne d'une augmentation forte de la cohérence, en tout cas à l'échelle du piège, et donc de profil N de K étroit et piqué. Alors il faut quand même que je mentionne que la transition, la vraie observable de la transition, c'est l'apparition d'une densité superfluide, et que ce n'est pas évident a priori, surtout dans un piège, que la cohérence que nous on étudie est exactement égale ou exactement reliée à la fraction superfluide. D'ailleurs, c'est sans doute pas vrai, mais c'est pas ce qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va étudier la cohérence, qui, comme là, j'espère que je vous ai convaincu que c'était quand même relié au fait qu'on passe la transition. Et donc, nous, on va étudier comment cette cohérence est modifiée par la présence du désordre. D'accord ? Et pourquoi on n'étudie pas directement la fraction superfluide ? C'est parce que c'est très dur expérimentalement. De ce que j'en sache, personne expérimentalement n'a jamais réussi à mesurer la fraction superfluide, alors que la cohérence, avec le temps de vol, c'est très facile. Donc c'est ce qu'on va faire nous, et ça permet de déjà étudier un autre problème qui est l'influence du désordre, qui est la chose qui nous préoccupe. Donc voilà notre expérience. Donc elle est là au sous-sol. J'invite tous ceux qui sont curieux, qui ne l'ont jamais vue, à venir la voir s'ils ont envie. Je vous ai mis cette photo pour vous montrer grosso modo à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la partie principale de l'expérience. Ça, c'est un petit bout d'une des tables laser. C'est pour vous montrer que c'est un système assez complexe, qu'il y a beaucoup d'optiques, d'éléments de vide, de caméras. Et donc c'est aussi pour vous demander votre indulgence du fait que je vais simplifier un peu le schéma pour vous expliquer ce qu'on fait. Donc voilà, en schématisant notre expérience, ça va donner ça. Donc là, j'ai représenté l'enceinte à vide. Donc là, il y a du vide. Là, c'est deux hublots, deux vitres par lesquels on peut faire passer les faisceaux laser pour agir sur les atomes. Donc voilà, là, je mets les atomes au milieu. Alors évidemment, les atomes, ils n'évitent pas tout seuls au milieu de l'enceinte, d'accord ? Ils sont piégés dans des faisceaux, comme des pinces optiques. Et ils sont piégés dans les trois directions de l'espace. Donc il y a un confinement vertical qui est très important, puisque ce confinement vertical, c'est ce qui fait qu'on va être à 2 dimensions, donc il doit être très fort. Et il y a un confinement horizontal, pour pas qu'il s'étende dans le plan, qui lui est moins fort. Et donc là, j'ai marqué les fréquences du piège pour les spécialistes. Et on voit que surtout la fréquence verticale est plus forte, nettement plus forte que les fréquences dans le plan horizontal. Ce que je peux dire aussi, c'est que quand on fait l'expérience comme ça, donc je vous avais dit que nous, on avait une température qui était constante. Donc on observe que tous les résultats que je vais vous présenter sont à température constante, donc de l'ordre de 65 nanoK. Et ça permet quand on connaît la fréquence du piège verticalement et la température, ça permet de quantifier à quel point on est à 2 dimensions.
Et donc, si on fait le rapport entre la température et la fréquence du piège, on voit que 70% des atomes sont dans l'état fondamental, ce qui veut dire que la physique va être essentiellement 2D, mais que quand on fait le traitement, il faut tenir compte de ces 30% d'atomes qui ne sont pas dans le niveau fondamental du piège de l'oscillateur harmonique vertical. Et par contre, ce qu'il faut dans notre expérience, c'est qu'on puisse varier le nombre d'atomes pour changer, pour scanner la transition, être au-dessus de la transition, en dessous de la transition, passer la transition. Et c'est ce qu'on fait. Donc le nombre d'atomes varie de 20 000 à 60 000. Et ça, expérimentalement, il suffit juste de faire l'expérience moins bien et on a moins d'atomes à la fin, donc c'est assez facile. Ensuite, on veut imager les atomes. Donc, comme je vous ai dit, on va faire une mesure de temps de vol. Donc là, en fait, à l'instant t égale 0, on coupe le faisceau rouge et le faisceau bleu. Les atomes tombent, ils s'étendent. Comme ça, après, leur position reflète leur vitesse. Il suffit après de l'envoyer un faisceau qui est résonnant. Les atomes vont envoyer des photons qu'on récolte vont émettre des photons qu'on récolte sur une caméra. Et donc, comme ça, on peut regarder par au-dessus les atomes et regarder le profil de vitesse par au-dessus. Les images qu'on obtient, elles ressemblent à ça. Donc si on a peu d'atomes, on a un gaz dans l'état normal qui est assez large, qui est un nuage thermique. Et si on augmente le nombre d'atomes, on voit qu'on observe quand même quelque chose de beaucoup plus cohérent, un NDK beaucoup plus piqué. Et donc là, à ce stade-là, on sait qu'on avait passé la transition superfluide. Et on observe, c'est l'illustration de ce que je vous disais avant sur les N2K. Maintenant, on va vouloir étudier un petit peu plus quantitativement ces profils. Donc en fait, je vais prendre une coupe du nuage, là, et je vais la moyenner radialement, comme ça. Pareil pour l'autre. Et on obtient ce genre de courbe. Donc là, les points noirs, c'est l'expérience, avec les barres d'erreur. Là, c'est quand je monte le nombre d'atomes. Donc là, ici, c'est quand c'est pas cohérent. Et ici, c'est quand on a passé la transition superfluide, c'est le profil piqué de tout à l'heure. De ces courbes, de ces profils, on veut extraire les caractéristiques du gaz. Donc, c'est la température dont je vous ai parlé, les 65 nanoK, on veut l'extraire de ces profils parce qu'on ne le sait pas a priori. On veut extraire le potentiel chimique, puis le nombre d'atomes. Et ces grandeurs physiques, on les extrait en utilisant une théorie de champ moyen qui marche essentiellement sur les ailes. Et ça nous permet d'extraire comme ça les grandeurs. Et donc, ça marche essentiellement sur les ailes. D'ailleurs, on le voit si on trace le profil de champ moyen entier. C'est la courbe bleue pointillée ici, et on voit que quand on est au centre, là où la physique BKT est importante, ça ne marche plus très bien, parce que la théorie de champ moyen ne prend pas en compte les réductions des fluctuations de densité, ne prend pas en compte la physique au-delà du champ moyen BKT, donc ça ne marche pas bien. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on a fait, on collabore avec une équipe, en particulier Marcus Holtzman, qui réalise des simulations Monte-Carlo, et donc on lui a donné nos paramètres, les paramètres T, mu, N qu'on a extraits avec le champ moyen. Il a fait une simulation Monte-Carlo et on voit que ça reproduit bien notre expérience. Donc on est content, ça veut dire qu'on comprend assez bien ce qu'on fait. Et d'autant plus que la simulation Monte-Carlo nous permet de pointer avec nos paramètres la transition BKT. Et donc on sait où on en est dans la transition BKT. Maintenant, je voudrais juste revenir un peu plus à la cohérence et à quantifier la cohérence. Donc j'aimerais avoir un chiffre qui me dit... pas forcément un chiffre absolu, mais au moins un chiffre que je peux extraire de chacune des courbes qui me permet de dire là c'est plus cohérent que là, ça c'est très cohérent, beaucoup moins cohérent, etc. Et ce chiffre, naturellement, c'est la largeur du pic. Donc ça peut être la largeur à mi-hauteur. Mais ça peut être aussi la hauteur du pic, parce que plus le pic est étroit, plus il y a une fraction d'atomes importante dans le pic. Donc ça, on l'a vérifié, ça marche bien. D'autant plus, et d'ailleurs c'est cette hauteur du pic qu'on va utiliser nous pour quantifier notre cohérence. Pourquoi ? Parce que la largeur du pic, elle souffre d'un problème, c'est que quand elle devient très étroite, à un moment donné, elle passe en dessous de la résolution de notre imagerie, et donc ça sature, on ne voit plus le pic s'affiner. Parce qu'à un moment, on voit la résolution de l'imagerie, alors que la hauteur du pic ne sature pas, et donc c'est une meilleure observable pour quantifier la cohérence. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la fraction d'atomes dans le pic central de chacune des courbes en fonction du nombre d'atomes. Et ça donne une courbe comme ça, donc ce n'est pas très surprenant. Ça augmente évidemment, plus ça devient cohérent, plus ça augmente. Ça, c'est le seuil de la transition BKT pour nos paramètres, et on voit qu'en dessous de la transition, la cohérence augmente certes, mais légèrement, et quand on passe la transition, la cohérence augmente beaucoup plus. Là-dessus, on peut mettre ce que nous donne la simulation Monte-Carlo. Comme on avait vu avant, de toute façon, ça colle. Et pareil pour le champ moyen, comme on l'avait vu avant, dès qu'on arrive dans une région plus, où on a passé la transition, où il y a des
fluctuations de densité réduite, les calculs de champ moyen ne marchent plus. Donc ça nous a conforté dans le fait qu'on comprenait un petit peu ce qu'on faisait. Et à partir de... Donc là, c'est sans désordre. Hein. Et maintenant, on va rajouter du désordre. Et voir comment cette courbe est modifiée et comment la cohérence est modifiée. Donc on rajoute du désordre, ça c'est le même schéma d'expérience, et j'ai rajouté le désordre, qui est un désordre de speckle, comme on fait dans le groupe ici. Donc c'est-à-dire c'est un désordre, c'est une répartition aléatoire d'intensité lumineuse qui fait un potentiel aléatoire pour les atomes, avec des montagnes, des vallées. Et la taille typique d'un grain de speckle, dans notre cas, c'est 1 micron. Il est anisotrope parce que vous voyez, il arrive penché comme ça, donc il y a un facteur 2 d'anisotropie. Mais l'ordre de grandeur du grain, c'est le micron. Ce qui est important, c'est de voir que c'est le même ordre de grandeur que les caractéristiques du gaz, en particulier la longueur d'onde de De Broglie, la longueur d'onde de cicatrisation. Donc c'est un désordre qui agit au niveau microscopique sur le gaz. Et on fait exactement la même expérience. Donc on obtient les mêmes profils. Et voici les profils qu'on obtient. Donc là, on a fait l'expérience pour... évidemment, on avait déjà les profils sans désordre, et on a fait l'expérience pour 2 forces de désordre. Alors, la force de désordre typique qu'on met, c'est une force de désordre qui a une énergie de l'ordre de la température du nuage. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis désordre égale la température, ou la température sur 2. Donc ici, vous avez les courbes noires qui sont les courbes sans désordre, qui sont les courbes piquées, j'en ai mis que 3 ici, on voit mieux. Et vous avez la courbe verte avec un peu de désordre, et la courbe rouge avec 2 fois plus de désordre. D'accord ? Et donc là, on voit tout de suite que le désordre abaisse la taille du pic. Et comme une image comme ça, c'est un nombre d'atomes donnés, en fait, comme on abaisse la taille du pic, là, on ne le voit peut-être pas très bien, mais ça augmente la largeur. D'accord ? Et nous, on s'intéresse maintenant à la taille du pic, et ça diminue la cohérence. Alors là, je voudrais juste insister sur un point qui est essentiel dans notre expérience. C'est le fait que le désordre est allumé adiabatiquement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on l'allume doucement, et que ça se fait à entropie constante. Et donc on a vérifié expérimentalement que c'était un processus réversible. Et donc, quand on a un nombre d'atomes donné, on a une même entropie pour ce jeu de 3 courbes. D'accord ? Donc ça veut dire que le graphe de tout à l'heure où je traçais la fraction d'atomes dans le pic central en fonction du nombre d'atomes, je peux faire la même chose en traçant la fraction d'atomes en fonction de l'entropie. Il faut juste calibrer l'entropie en absolu. Ça, on a pu le faire grâce aux simulations Monte-Carlo. Mais maintenant, c'est ce que je vais faire pour pouvoir comparer à différentes puissances de désordre, puisque j'ai les points à même entropie. Et donc, voilà ce qu'on observe. Donc, la courbe noire, c'est la courbe de tout à l'heure, en fait. Sauf que tout à l'heure, elle était en fonction du nombre d'atomes, donc elle allait dans l'autre sens. Maintenant, elle est en fonction de l'entropie. Donc quand je diminue l'entropie, j'augmente la cohérence. La courbe, la droite qui est là, c'est la simulation Monte-Carlo qui tout à l'heure collait avec les données, qui colle toujours avec les données. Heureusement. En vert, ça va être avec un peu de désordre, et en rouge avec 2 fois plus de désordre. Alors cette courbe, elle est intéressante, déjà parce qu'elle nous permet de conclure que le désordre atténue la cohérence. Alors ça peut paraître évident comme ça de se dire je rajoute du désordre, ça tue la cohérence. Alors ça ne l'est pas forcément, il y a des régimes de paramètres où ça ne marche pas. Par exemple à 3D, il y a des régimes où ça ne marche pas. À 2D, il n'y a pas eu beaucoup d'études, donc on ne sait pas trop. Mais si par exemple on fait un traitement qui est sûrement faux dans nos paramètres, mais qui pourrait être juste en faisant une approximation de densité locale et qu'on résout, qu'on essaye d'étudier comme ça un peu numériquement l'effet du désordre, on voit que ça peut augmenter la cohérence. Ce n'est pas évident que ça va réduire la cohérence, même si intuitivement on se dit voilà, je mets du désordre, ça réduit la cohérence. Donc déjà ça c'est un résultat. Et puis surtout un résultat qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un effet assez non linéaire, c'est-à-dire quand je mets du désordre à t sur 2, il y a un shift qu'on peut quantifier. Et quand je mets 2 fois plus de désordre, j'ai plus que 2 fois plus d'effets. Et il serait intéressant, on n'a pas eu les données dans notre expérience, mais il serait intéressant de savoir comment la courbe continue, parce qu'on n'est même pas sûr qu'elle va vraiment monter. On ne sait pas si on va passer par exemple la transition superfluide, mais si là on ne voit pas exactement où est la transition superfluide, mais pour nos paramètres, elle était à peu près là. Donc là, en termes de cohérence, la transition superfluide était là. Donc là, ça n'a pas passé au moins ce seuil, ça ne s'est pas mis à augmenter assez fort. Donc on ne sait même pas si on est dans une région où la force qu'on a mis du désordre permet de passer la transition superfluide.
voilà, donc c'était la conclusion de notre étude, c'est que voilà, dans nos paramètres, le désordre shift l'apparition de la cohérence. Et ce qui serait intéressant maintenant, c'est de pouvoir comparer avec une théorie quantitative d'un gaz à 2D. Alors ça, c'est dans les perspectives, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de prédiction quantitative sur l'effet du désordre à 2D. Dans le cadre de la collaboration qu'on fait avec Markus Holzmann, qui fait des calculs Monte-Carlo quantiques, lui est en train de faire des simulations en présence de désordre pour voir au moins si ça corrobore nos résultats expérimentaux. Et de toute façon, la question qui est derrière, c'est évidemment la question du mécanisme qui est à l'œuvre. Comment est-ce que le désordre influe sur la transition superfluide? Est-ce que, par exemple, je vous ai dit qu'il y avait les vortex, l'appariement des vortex qui était le mécanisme clé de la transition. Est-ce que, par exemple, les vortex vont être pinés par le désordre, vont être bloqués par le désordre qui va les empêcher de s'apparier? Ou au contraire, est-ce que on peut raisonner à l'inverse? Est-ce que quand les vortex sont appariés, le désordre va les empêcher de se désapparier? Donc ça peut faire varier dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'intuition. On peut aussi se dire que dans le désordre est quand même fort. Donc on peut aussi imaginer que le nuage superfluide est fractionné en petits îlots. Est-ce que du coup il y a une espèce de percolation des régions superfluides? Donc est-ce qu'il y a des phénomènes de percolation qui sont à l'œuvre? Et évidemment, quand on est dans le groupe d'optique atomique, on se demande s'il peut y avoir des effets de localisation aussi, c'est une question intéressante. D'autant plus que les effets de localisation, c'est des effets à une particule sans interaction, et nous là on est dans un système interagissant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la transition superfluide, donc il peut y avoir peut-être des effets un peu différents, multiples, de différentes natures, une combinaison des deux. Évidemment, la part des fluctuations, de manière générale, est incluse là-dedans et est importante. Et voilà, donc c'est toutes les perspectives qu'on peut imaginer pour ce travail. Enfin, c'est une partie des perspectives qu'on peut imaginer pour ce travail. Et juste pour information sur notre expérience maintenant, on a décidé de poursuivre une étude qu'on avait commencée avant ça, qui est l'étude plus de la physique de gaz sans interaction, surtout la physique à une particule, et en particulier les effets justement de localisation d'Anderson et de percolation à 2 dimensions, pour compléter aussi les travaux du groupe qui ont déjà été réalisés à 1 dimension ou à 3 dimensions. Voilà, je vous remercie. Oui. Pas du tout. Alors, j'ai essayé de faire la fraction d'atomes dans le pic, voilà, fraction cohérente sur une certaine longueur. Je pense que c'est plus parce qu'en fait, on aurait envie de se dire, je pense que c'est aussi une façon de présenter, parce que en fait, c'est équivalent à tracer en fonction de n. Mais en fait, au final, si j'avais voulu faire encore un peu plus détaillé dans la présentation, à la fin, on aimerait bien se dire la température critique, de combien elle est shiftée. C'est ça qu'on voudrait, en fait. Mais donc la température critique, c'est pas... Enfin, disons que je pense que l'entropie, c'est une grandeur qui parle un peu plus que le nombre d'atomes, quoi. Et on a envie de se dire l'entropie critique va être shiftée de temps. Et alors, au final, on aimerait bien se dire la température critique va être shiftée de temps. Et ça, j'en ai pas parlé, mais le problème, c'est que quand il y a du désordre, on a beaucoup plus de mal à appliquer la théorie de champ moyen et à connaître la température, en fait. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a fait en sorte d'allumer adiabatiquement le désordre. Donc, on sait que l'entropie est conservée, donc il suffit de la calculer sans désordre. Ça, avec la simulation Monte-Carlo, on sait faire. Et du coup, avec désordre, on sait que c'est la même. Mais la température, on ne saurait pas faire la même chose. Et au final, c'est peut-être ça qui parlerait aux gens, c'est de se dire la température critique, elle est shiftée de tant de pourcents. Et ça, donc on a essayé, évidemment, on s'est dit dans les ailes, si on va très loin dans les ailes, pour les hautes énergies, on pourrait appliquer la théorie de champ moyen sans désordre au profil avec désordre. Et on observe un shift, mais on ne sait pas si ce shift il est lié au fait que le champ moyen n'est pas très juste dans les ailes. Ouais. Alors, je ne pourrais pas dire de bêtises, mais il me semble que la transition BKT, justement, tout va être continu. Enfin,
Elle va aller d'ordre infini et tout va être continu. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Donc voilà. La seule chose où il y a un saut, c'est la fraction superfluide. Voilà. Mais je pense que l'entropie, on s'attend à ce qu'elle varie de manière continue à la transition BKT. Enfin, on ne sait pas l'effet du désordre, mais on sait que voilà, sans désordre, la transition BKT, c'est connu. Ah oui, ouais, oui. Alors après, si on disait quand on met du désordre, c'est plus continu. Ah oui, voilà, voilà, ça, je pense qu'on ne peut pas l'affirmer si facilement. Mais voilà, il n'y a pas de. Oui, c'est ça, et on n'a pas de théorie qui nous dit que ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est une bonne question. Ah oui, oui. Alors, justement, c'est pas mesuré. Ce qu'on fait, c'est que comme on a nos simulations Monte-Carlo qui marchent bien et qui reproduisent bien les données, en fait, pour mesurer l'entropie, il faudrait avoir accès non pas à la densité d'impulsion, mais à la densité in situ. Et pour les gaz 2D, il y a des travaux de Jean Dalibard qui montrent qu'on peut trouver l'entropie par particule comme ça. Et nous, on n'a pas accès à la densité spatiale des atomes. Donc en fait, on sert des simulations Monte-Carlo qui reproduisent bien nos densités d'impulsion et qui, elles, ont accès à la densité in situ, enfin qui peuvent du coup mesurer l'entropie comme ça. Oui, voilà, nous c'est ça qu'on mesure. Oui. Bien sûr. C'est vrai qu'avec le désordre, on pourrait imaginer qu'il se passe des choses vraiment différentes. Ah oui, elle pourrait que croître. Ouais, vas-y. Mhm. Je pense qu'une condition pour que les vortex soient pertinents, enfin que la description en vortex soit pertinent, c'est qu'il y ait déjà des fluctuations de densité qui soient réduites en fait. Donc il faut déjà que la dégénérance. Au début, on a un gaz thermique. D'ailleurs, la fonction G1, elle n'est pas exponentielle, elle va être plutôt gaussienne. Et puis, plus on refroidit, plus les densités c'est d'abord les densités pour des raisons énergétiques, les fluctuations de densité qui sont réduites. Et une fois, finalement, quand on a un gaz avec des fluctuations de densité réduites, là, on va avoir des fluctuations de phase, enfin, ces vortex qui apparaissent et qui sont thermiquement excités. Il n'y a pas de condition de phase associée à ça? Non, je crois pas, non. Oui, c'est mou, je crois. Enfin, d'ailleurs, elles ne sont pas supprimées avant la transition BKT. Ouais. D'ailleurs, elles sont pas supprimées avant la transition, elles sont réduites. Ouais, je sais pas si c'est une.
Oui, c'est ça. Non, je pense que c'est un gaz dégénéré. On va faire une théorie de champ moyen avec le facteur 2. Bon, c'est bon? C'est bon? Bon, bah, oui. Non, bon bah. Merci.